On va parler de maladie cœliaque et plus précisément de sa physiopathologie. Donc comme pour beaucoup de maladies chroniques, on va retrouver une association entre une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux. Donc attention parce que même si la maladie cœliaque elle est assez couramment appelée intolérance au gluten, on n'est pas du tout sur un mécanisme d'intolérance. Donc je rappelle juste vite fait ce que c'est une intolérance. Ça survient quand on a des saccharides, donc des disaccharides, des oligosaccharides, etc., qu'on digère mal, qui vont du coup rester dans la lumière intestinale, où ils vont créer un appel d'eau et où ils vont fermenter sous l'action du microbiote. Donc c'est pas des maladies graves en soi, ça va juste entraîner finalement des diarrhées osmotiques et des ballonnements, quand on a une consommation de ces saccharides qui dépasse les capacités enzymatiques de digestion. Donc dans la maladie cœliaque, on a un mécanisme de réaction qui est auto-immun. Donc on ne parle pas réellement d'une maladie auto-immune à part entière, parce qu'ici la réaction auto-immune, elle se déclenche suite à la présence dans nos tissus d'un fragment d'une protéine alimentaire, qui est donc la gliadine. Et cette gliadine, elle est produite à partir du gluten des céréales comme le seigle, l'avoine, le blé, l'orge et la triticale. Donc dans la physiopathologie de la maladie cœliaque, on va retrouver en plus de cette association de prédisposition génétique et facteurs environnementaux, un défaut de digestion du gluten, ce qui va donc former des fragments de gliadine, une absorption de ces fragments qui vont du coup se retrouver dans le chorion. Donc le chorion c'est quoi? C'est le tissu conjonctif de la muqueuse intestinale finalement, c'est ce qu'il y a sous la barrière des entérocytes, sous la barrière épithéliale. Ensuite, ces fragments de gliadine qui sont dans le chorion, ils vont subir une réaction enzymatique, ce qui va faciliter leur reconnaissance par les cellules présentatrices de l'antigène, et ensuite les CPA, elles vont déclencher une réaction immunitaire avec un mécanisme auto-immun à l'encontre finalement de cette gliadine, mais aussi surtout de l'intestin en lui-même, spécifiquement des entérocytes. Dans la maladie cœliaque, on va retrouver le même type de prédisposition génétique que ce qu'on retrouve dans les autres maladies auto-immunes ou avec un mécanisme auto-immun, c'est-à-dire une prédisposition qui va toucher les gènes qu'on appelle HLA. Donc les gènes HLA, ça code pour les molécules du CMH. CMH, c'est pour complexe majeur d'histocompatibilité. Donc histo, c'est tissu, donc finalement c'est le complexe majeur de compatibilité tissulaire. Donc vous pouvez utiliser finalement HLA et CMH de manière un petit peu indissociée, similaire, mais c'est vrai que anciennement, finalement, le terme de HLA est plutôt pour les gènes et le terme de CMH est plutôt pour les molécules. Mais vous pouvez intervertir un peu les deux, c'est pas très problématique. Donc finalement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va retrouver une prédisposition génétique sur un certain sous-type de HLA. Donc il faut savoir que pour la maladie cœliaque, c'est le HLA DQ2 et le HLA DQ8. Donc c'est le DQ2 qui est le plus fréquemment retrouvé chez les malades cœliaques, et quand c'est pas le DQ2, la plupart du temps c'est le DQ8. Donc ça veut pas dire qu'il y a que ces deux sous-types-là de gènes HLA qui sont présents chez les malades cœliaques, mais c'est ceux qu'on retrouve dans la plupart des cas. Ça ne veut pas dire que si on a ces gènes, on a la maladie cœliaque, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut une association de cette prédisposition, donc de ce terrain génétique finalement, de cette susceptibilité, avec des facteurs environnementaux spécifiques et à un certain moment donné. Donc en fait finalement, le HLA-DQ2 ou le DQ8, on le retrouve chez à peu près 30% de la population, mais du coup il n'y a pas 30% de la population qui est cœliaque, donc c'est pas un gène qui donne directement la maladie, on n'est pas sur une mutation, on est simplement sur une prédisposition génétique. Donc les molécules du CMH, elles sont où? En fait, elles sont sur les CPA, donc les cellules présentatrices de l'antigène, et c'est grâce à ces molécules du CMH que les CPA vont pouvoir reconnaître les antigènes et les montrer, finalement, les présenter aux lymphocytes T helper ou aux lymphocytes T auxiliaires, qui sont finalement des lymphocytes T CD4 activés. Donc dans la prédisposition génétique de la maladie cœliaque, les molécules CMH qui sont donc codées par ce HLA, ça sera des molécules donc sur les CPA qui auront une poche de reconnaissance de l'antigène qui va être chargée positivement. Donc si la poche de reconnaissance elle est positive, vu que le plus et le moins ça s'attire, ces CPA vont plus facilement reconnaître des antigènes qui seront chargés négativement. Et ça sera important pour plus tard. Parmi les facteurs environnementaux qui sont impliqués dans la physiopathologie de la maladie cœliaque, on va retrouver soit des facteurs qui ont trait au gluten, ou alors à l'intégrité intestinale ou à l'immunité intestinale. Donc pour ce qui est du gluten, ça peut être une introduction du gluten en trop grande quantité ou pas au bon moment. Donc si on regarde la diversification alimentaire, selon l'OMS, il est conseillé de la faire entre 4 et 6 mois. Donc si c'est trop tôt, donc avant 3 mois, ou même trop tard, après 7 mois, on se retrouve finalement avec une introduction du gluten qui n'est pas dans la bonne fenêtre, et avec la prédisposition génétique, ça peut participer à déclencher une maladie cœliaque si on a tous les autres éléments de la physiopathe dont on parlera tout à l'heure.
Pour ce qui est de l'infection intestinale, on a deux mécanismes qui peuvent être mis en cause. Donc pour ce qui est du mimétisme moléculaire, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de réactions auto-immunes, dans beaucoup de mécanismes auto-immuns. Donc en fait, c'est basé sur une ressemblance structurelle entre les protéines d'un virus que le corps vient de combattre et les protéines qui vont finir par déclencher la réaction allergique. Donc ici dans la maladie cœliaque, on est sur une ressemblance de structure entre les protéines d'un adénovirus et la gliadine, donc issue du gluten. Donc finalement ce qui se passe, c'est que le corps qui a déjà combattu un adénovirus va mettre en place des cellules présentatrices de l'antigène qui sont capables de reconnaître cet adénovirus. Et en fait, quand on va ingérer le gluten, si on a les fragments de gliadine qui se retrouvent à l'intérieur de l'organisme, à ce moment-là, les cellules présentatrices de l'antigène, elles pensent que ces fragments de gliadine, c'est des bouts d'adénovirus. Parce que comme ça se ressemble, elles se disent que, bon, si ça se trouve, c'est aussi de l'adénovirus, mais qui est un petit peu modifié. Donc en fait, elles vont déclencher toute une réaction immunitaire à l'encontre de la gliadine, du gluten, en pensant qu'en fait, elles ont affaire à un adénovirus. Donc c'est pas un mécanisme obligatoire, mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez souvent dans le déclenchement des maladies avec un mécanisme auto-immun. Sinon, l'autre mécanisme des infections intestinales qui est quand même pour le coup toujours présent, c'est la perméabilité intestinale. Donc en fait, dès qu'on a une infection quelque part, on va avoir une inflammation, une activation du système immunitaire, et on a toujours des cellules du tissu qui vont se retrouver détruites. Donc ici, une infection intestinale, on aura une inflammation intestinale, et on va toujours forcément se retrouver avec des entérocytes qui vont être détruits, qui vont mourir. Donc notre barrière intestinale, elle va avoir des trous, puisque s'il manque des cellules, forcément, à la place de la cellule, on a un passage libre le temps qu'il y ait d'autres cellules qui arrivent. Donc ici, si on a une hyperperméabilité intestinale ou un intestin poreux, on va se retrouver avec un passage beaucoup plus facilité de gliadine. Et en dernier, on retrouve d'autres facteurs un petit peu plus variés, comme par exemple l'absence d'allaitement maternel. Donc il y a plusieurs hypothèses là-dessus, mais on sait que quand on a un allaitement maternel au moins jusqu'à 4 mois, voire 6 mois, on se retrouve quand même avec un meilleur microbiote, du coup une meilleure intégrité intestinale, donc on lutte contre la porosité intestinale. Donc voilà, majoritairement c'est par ce mécanisme de dysbiose et de perméabilité intestinale, de même que la présence de certains additifs ou certains toxiques environnementaux, là encore, peuvent favoriser une dysbiose. Et dès qu'on a une dysbiose, donc une dysbiose, je le rappelle quand même, c'est un déséquilibre du microbiote, ici de la flore intestinale, on se retrouvera à stimuler l'immunité intestinale. Et là encore, toujours pareil, si on a une inflammation, on aura derrière une augmentation de la perméabilité intestinale. Donc comme on l'a dit en introduction, on va retrouver dans la physiopathologie de la maladie cœliaque la formation de gliadine à partir du gluten, qui est donc une protéine de certaines céréales. Mais du coup, un petit point de physiologie, qu'est-ce qu'il est censé se passer normalement avec les protéines alimentaires ? On est censé les fragmenter grâce à nos enzymes digestives, et si on a une hydrolyse poussée, donc une hydrolyse totale, on est censé transformer nos protéines alimentaires en acides aminés. À ce moment-là, les acides aminés peuvent être absorbés, et vu qu'on en a naturellement dans notre corps, il n'y a pas de réaction immunitaire, ni allergique, ni auto-immune, qui puisse se produire. Donc ici, ce qui fait qu'on a un problème finalement, c'est que le gluten, il n'est pas assez hydrolysé, donc il n'est pas digéré en entier. Ce qui veut dire que nos enzymes digestives, elles n'arrivent pas à transformer le gluten en acide aminé. C'est pour ça qu'on s'arrête à des fragments, qui sont donc la gliadine. Donc ce qui explique finalement qu'on ait cette résistance à l'hydrolyse, c'est majoritairement la présence de proline en quantité importante dans le gluten. Alors la proline, c'est quoi ? C'est un acide aminé. Et si vous vous souvenez un peu de vos cours de biochimie structurelle au niveau des acides aminés, il a une particularité, c'est le seul à être coudé. C'est-à-dire que la chaîne latérale, au lieu d'être vers l'extérieur et du coup de ne pas du tout gêner la protéine, en fait cette chaîne latérale, elle revient se fixer sur l'azote de la liaison peptidique. Donc du coup au niveau de la liaison peptidique, on a cette chaîne latérale qui revient par-dessus. Donc ça bloque, ça fait un encombrement dans l'espace, ce qu'on appelle un encombrement stérique. Donc du coup, quand on a les enzymes de digestion, les protéases qui arrivent, elles n'ont pas le champ libre, elles ne peuvent pas couper la liaison peptidique s'il y a une proline. Et finalement, dans le gluten, on a beaucoup de proline, donc ça fait beaucoup de liaisons peptidiques qui ne peuvent pas être coupées. C'est pour ça qu'au final, on se retrouve avec des fragments non digérés, non hydrolysables de gluten qu'on va appeler à ce moment-là de la gliadine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces fragments de gliadine, donc non digérés, ils sont présents chez tout le monde. Mais s'ils ne sont pas absorbés, c'est-à-dire s'ils ne se retrouvent pas à l'intérieur de nos tissus, finalement ils ne vont pas poser énormément de problèmes. Ils vont simplement ne pas être absorbés, donc rester dans la lumière intestinale, et être fermentés par le microbiote, ce qui va causer quelques petits ballonnements éventuellement. Mais voilà, ça s'arrêtera là, et c'est ce qui explique finalement qu'on a beaucoup de gens qui ont une petite intolérance face justement au blé et au seigle, etc., et à ce genre de céréales,
Et ces petites intolérances, donc vraiment juste ces petits inconforts digestifs, peuvent être dus à ce manque d'hydrolyse digestive et donc à cette fermentation, soit de la gliadine et donc du gluten, mais aussi également d'autres protéines de ces céréales, ou même des saccharides qui sont présents dans ces céréales. Donc ça explique bien qu'il faut séparer la maladie cœliaque, où il va y avoir justement une absorption de ces fragments et une réaction organique, vraiment avec une destruction des entérocytes, etc. Il faut bien distinguer ça de tout ce qui est petites intolérances avec juste des inconforts digestifs, où on a à ce moment-là diverses structures à l'intérieur des céréales qui peuvent déclencher des petites réactions avec majoritairement des ballonnements. Donc c'est pour ça que vraiment le terme de maladie cœliaque, c'est quelque chose qui est à part et qui fait référence à toute cette physiopathologie assez complexe et complète. Donc pourquoi est-ce que ces fragments de gliadine vont pouvoir être absorbés? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, finalement c'est majoritairement à cause de cette hyperperméabilité intestinale. Donc l'hyperperméabilité intestinale, c'est cet intestin poreux, et comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être dû à des infections, à des inflammations qui ne seraient pas dues à des infections, mais qui seraient par exemple dues à une maladie de Crohn ou d'autres maladies inflammatoires au niveau intestinal. On retrouve un rôle de l'alimentation, puisque l'alimentation, si elle est un peu déséquilibrée, s'il y a trop de sucre simple ou pas assez de fibres, etc., ça peut créer une dysbiose, et on l'a dit tout à l'heure, avec une dysbiose, on va avoir une inflammation, et donc derrière, une perméabilité intestinale qui sera plus importante. Et puis on n'oublie pas la prédisposition génétique, parce qu'on n'est pas tous égaux, et on peut avoir finalement naturellement, de base, un intestin qui est un petit peu moins serré au niveau des entérocytes, et donc à ce moment-là, on se retrouve avec un risque plus important de faire passer des éléments à l'intérieur du chorion, et donc à ce moment-là, la gliadine peut passer avec. Ce qui rejoint un peu cette notion de prédisposition génétique, c'est qu'on peut avoir certains mécanismes d'absorption qui vont être altérés. C'est le cas par exemple de la transcytose. Alors c'est quoi la transcytose? C'est un mécanisme qui est physiologique mais qui doit s'arrêter après la fin de l'allaitement maternel ou vers 6 mois. Et en fait c'est un mécanisme qui normalement concerne les anticorps. Donc quand la mère allaite son enfant, il y a des anticorps qui vont passer dans le lait, et les anticorps c'est des protéines, et donc les enfants doivent finalement absorber ces protéines. Mais s'il n'y avait pas ce mécanisme de transcytose, on aurait juste une digestion des anticorps, transformation en acides aminés, et du coup il n'y aurait plus d'anticorps. Donc ce qui se passe, c'est que les anticorps sont endocytés au pôle apical des entérocytes, donc ça veut dire qu'il y a une petite vésicule qui va se créer dans l'entérocyte avec les anticorps à l'intérieur. Ensuite, il ne se passe rien dans l'entérocyte, il n'y a pas de dégradation, rien, et cette vésicule va aller faire une exocytose, donc relarguer finalement au pôle basal vers le chorion les anticorps intacts. Donc quand ça se passe pour les anticorps, c'est très bien, mais quand ça se passe pour des fragments de gluten, donc de gliadine, c'est là où ça va rentrer finalement dans la physiopathologie de la maladie cœliaque. Donc à ce moment-là, on a une endocytose puis une exocytose de la gliadine avec aucune dégradation dans l'entérocyte. Donc une fois que nos fragments de gliadine se retrouvent dans le chorion, donc dans le tissu conjonctif de la muqueuse intestinale, c'est là où il va subir une réaction enzymatique. Donc cette réaction enzymatique, elle est nécessaire à la physiopathologie, puisque si on n'a pas cette réaction, on n'a pas de reconnaissance de la gliadine par les cellules présentatrices de l'antigène. Donc il faut qu'on regarde un petit peu la structure de la gliadine, donc c'est un enchaînement de plusieurs acides aminés, parmi lesquels on retrouve beaucoup de glutamine. La glutamine, dans sa structure, elle a un groupement amine, comme son nom l'indique, donc amine c'est NH2, mais quand c'est chargé c'est NH3+. Et ce groupement amine, il est lié à un C doublon O, ce qui crée un groupement amide. Du coup, la transglutaminase tissulaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme les glutamines, donc chargées positivement de la gliadine, en glutamate, donc chargées négativement, et ça va donner ce qu'on appelle la gliadine désaminée ou désamidée. Alors ces deux termes sont équivalents finalement, puisque quand on enlève le groupement amine, on casse le groupement amide. Donc c'est pour ça que le fait de transformer la glutamine en glutamate, ça transforme la gliadine en gliadine désaminée ou désamidée. Vous pouvez dire les deux, c'est vraiment interchangeable. Donc une fois qu'on a notre gliadine désamidée ou désaminée avec beaucoup de glutamate chargé négativement, et qu'elle est donc, je le rappelle, dans le chorion, elle va pouvoir être reconnue par les cellules présentatrices de l'antigène, puisque, comme on l'a dit précédemment, avec la prédisposition génétique HLA DQ2 ou DQ8, on a des CPA qui portent un CMH avec une poche de reconnaissance chargée positivement. Donc le plus et le moins, ça se lie facilement. Et donc du coup, c'est ce qui explique que les CPA reconnaissent vraiment très fortement la gliadine désaminée. C'est grâce à la réaction enzymatique qui a eu lieu juste avant. Donc ensuite, on a le déclenchement d'une réaction immunitaire de manière assez classique. Donc on a nos CPA qui sont activés par la reconnaissance de la gliadine désaminée.
Elles vont du coup, ces CPA, aller montrer cet antigène aux lymphocytes T auxiliaires ou aux lymphocytes T helper, qui sont finalement des lymphocytes T CD4 activés, et à partir de là, on va avoir ensuite le déclenchement de la réaction immunitaire avec un mécanisme auto-immun. Nos lymphocytes T auxiliaires ou helper qui ont été activés par les cellules présentatrices de l'antigène vont produire des cytokines pour aller activer les différentes cellules qui vont être impliquées dans la physiopathologie de la maladie cœliaque. Donc dans un premier temps, on va avoir une activation des lymphocytes B. Donc les lymphocytes B, une fois qu'ils s'activent, ils se transforment en plasmocytes. Et le but d'un plasmocyte, c'est de sécréter des anticorps dans la circulation. Donc ici, on va être sur des anticorps de type IgA, donc immunoglobuline A, puisqu'on est dans une muqueuse et que ce sont toujours des IgA qu'on retrouve au niveau des muqueuses. Donc ici, les lymphocytes T helper balancent un certain type de cytokine sur les lymphocytes B pour qu'une fois évolués en plasmocytes, ils produisent un certain type d'anticorps, ici donc les IgA. Et ce qui est important avec ces IgA, c'est que ce sont des auto-anticorps, puisque c'est là qu'on voit apparaître vraiment la partie auto-immune du mécanisme. Donc ça veut dire que ce sont des anticorps qui sont dirigés contre des éléments qui sont à nous. Donc ici on retrouve deux cibles qui sont donc la transglutaminase, qui est l'enzyme dont on parlait tout à l'heure, et également l'endomésium. Donc on se retrouve avec des auto-anticorps de type IgA qui sont dirigés contre ces deux cibles, donc on a des auto-anticorps anti-transglutaminase et anti-endomésium. C'est assez important puisque c'est ce qui va faire partie du diagnostic. On aura un test sérologique dans le diagnostic de la maladie cœliaque avec la recherche de ces deux sous-types d'anticorps. Parmi les cytokines qui sont produites par les lymphocytes T helper activés, on a des cytokines qui vont aller activer un autre sous-type de cellules qui sont les lymphocytes T CD8. Une fois que les lymphocytes T CD8 s'activent, ils deviennent des lymphocytes T cytotoxiques, et tout est dans le nom, un cytotoxique, cyto c'est cellule, donc on a une action de toxicité cellulaire. Ici le problème c'est qu'on n'a pas de bactéries ou de virus ou de cellules à détruire. Donc contrairement à une réaction immunitaire normale où l'activation des lymphocytes T cytotoxiques elle est vraiment entièrement bénéfique puisqu'elle va aller détruire l'envahisseur, ici tout part d'une réaction immunitaire contre quelque chose qui n'est pas dangereux en fait. La gliadine c'est pas quelque chose de dangereux. Donc c'est là aussi où toute la réaction auto-immune va se mettre en place et on aura une destruction des entérocytes, qui sont du coup les cellules de la barrière épithéliale, donc juste au contact du chorion. Et cette destruction des entérocytes va amener à une atrophie des villosités intestinales. Donc pour un petit rappel, c'est quoi les villosités intestinales? C'est la structure particulière de la muqueuse qu'on retrouve au niveau intestinal. Donc ce qui se passe, c'est que normalement on a comme des espèces de petites vaguelettes ou de petites collines avec des replis du coup de la muqueuse et bordées toujours par nos entérocytes, donc notre barrière épithéliale. Donc ça augmente la surface de digestion fine et surtout ça augmente la surface d'absorption. Donc si on n'a plus de villosité, si on a un aplatissement progressif de nos villosités et qu'on se retrouve avec une muqueuse intestinale toute plate, on n'aura pas assez de surface d'absorption, donc on va se retrouver avec des diarrhées de malabsorption. Donc on peut avoir une malabsorption aussi bien sur des nutriments énergétiques que sur des micronutriments comme les vitamines et les minéraux. Donc parmi les complications de la maladie cœliaque, on peut retrouver aussi bien des carences vitaminiques, minérales, etc., ce qui peut amener à des anémies et finalement à tout un tas de problèmes, ou bien finalement à une perte énergétique et une perte protéique, ce qui peut amener à une dénutrition. Dans tous les cas, puisqu'on a une destruction des entérocytes, on revient sur ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va retrouver un intestin qui sera poreux, puisqu'il y aura des trous dans la barrière épithéliale. Donc c'est un cercle vicieux, puisque si on a des trous, on va faire rentrer plus de gliadine, ce qui va déclencher la réaction immunitaire et auto-immune, ce qui va détruire les entérocytes, faire des trous dans la barrière, et ensuite refaire passer plus de gliadine. Et c'est une sorte de cercle vicieux, et ça s'arrête jamais. La seule chose pour que ça s'arrête, c'est qu'il faut arrêter complètement toute consommation de gluten, donc éviter la consommation des céréales dont on a parlé tout à l'heure, mais également de toutes les traces d'amidon modifiés, de toutes les traces qu'on peut retrouver dans l'alimentation. Puisqu'il suffit ici d'une petite quantité, à partir du moment où cette petite quantité de gliadine va rentrer dans le chorion, il y aura la réaction enzymatique et il y aura finalement la présentation antigénique et la réaction immunitaire et auto-immune. Et donc on se retrouvera de nouveau avec une hyperperméabilité intestinale et c'est le cercle vraiment sans fin. Donc voilà, on retiendra pour la maladie cœliaque que la physiopathologie est assez complète. On part d'une prédisposition génétique associée avec un certain nombre de facteurs environnementaux qui peuvent toucher le gluten, l'immunité ou l'intégrité intestinale. On retrouve ensuite une résistance du gluten à la digestion, ce qui va entraîner la formation de fragments non digérés de gluten. Ces fragments vont être absorbés, vont passer du coup dans le chorion, donc dans le tissu conjonctif de la muqueuse intestinale, et ça peut se faire à cause d'une hyperperméabilité intestinale ou à cause de certains mécanismes d'absorption qui sont naturellement perturbés chez ces personnes.
Une fois que les fragments de gliadine sont à l'intérieur du chorion, ils vont être transformés par la transglutaminase tissulaire. À ce moment-là, on a la production de gliadine désamidée ou désaminée qui est chargée négativement. Elle sera du coup plus facilement reconnue par les cellules présentatrices de l'antigène qui ont un CMH chargé positivement. Et à ce moment-là, on a la réaction immunitaire et auto-immune qui est du coup organisée par les lymphocytes T helper activés. On va avoir une formation d'IgA anti-transglutaminase et anti-endomysium, et de l'autre côté une activation des lymphocytes TCD8 en lymphocytes cytotoxiques qui vont aller détruire les entérocytes, aplanir les villosités intestinales. Et une fois qu'on se retrouve avec cette atrophie villositaire qui serait visible sur une biopsie, on va avoir tous les signes cliniques vraiment de la maladie avec malabsorption, et ça entraîne également des risques de carence. Et pour éviter que toute cette réaction ne se mette en place, il faut une éviction vraiment complète de toute trace de gluten.